Bonjour et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. La grossesse est bien plus qu'un simple chapitre de vie. C'est un véritable parcours de santé, avec ses joies, ses transformations, mais aussi ses défis médicaux. Porter la vie impacte profondément le corps, le cœur et l'esprit, et chaque femme traverse cette période avec son lot d'émotions, de questionnements et parfois d'inquiétudes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'hypertension artérielle durant la grossesse, une problématique souvent sous-estimée et pourtant lourde de conséquences. Prééclampsie, accouchement prématuré, complications postpartum, autant de risques qu'il est essentiel de mieux comprendre pour mieux les prévenir. Pour nous éclairer, j'ai invité le docteur Virginie Marchal, cardiologue spécialisée en prévention cardiovasculaire. Elle nous expliquera les différences entre l'hypertension artérielle chronique et gestationnelle, comment reconnaître les signes d'alerte et quelles sont les meilleures stratégies pour protéger sa santé et celle de son bébé. Pour en savoir plus sur elle et les autres professionnels qui interviennent sur État d'âme, une page leur est dédiée sur mon site web. Plongeons ensemble au cœur de cet épisode. Excellente écoute. Bonjour Stéphanie, merci de m'avoir invitée à ton podcast État d'âme. Je suis le docteur Virginie Marchal, cardiologue à Aix-en-Provence et je vais vous parler de l'hypertension artérielle et de la grossesse. Le diagnostic d'hypertension artérielle est difficile au cours de la grossesse car il existe une importante réaction au stress qui peut majorer la tension lors de la consultation. C'est pourquoi l'automesure et la mesure ambulatoire de la pression artérielle sont nécessaires pour éviter des erreurs diagnostiques et des traitements intempestifs. Donc pour rappel, l'automesure tensionnelle, c'est la règle des 3. 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite. Il faut être au repos depuis au moins 5 minutes en position assise, mais détendue, bras au niveau du cœur, idéalement brassard au niveau du bras plutôt qu'au poignet, et bien attendre 1 à 2 minutes entre chaque mesure. On distingue 3 tableaux cliniques différents. Il y a d'abord l'hypertension artérielle préexistante, donc une hypertension qui était connue, chronique, et diagnostiquée avant la grossesse et donc avant la 20e semaine d'aménorrhée. Il y a ensuite l'hypertension artérielle gestationnelle isolée. C'est celle qui apparaît après la 20e semaine d'aménorrhée et qui disparaît au maximum dans les 6 semaines du postpartum. Puisque si elle persiste au-delà, on considère en fait qu'il s'agissait d'une hypertension préexistante à la grossesse mais qui était méconnue jusque-là. Et enfin, la prééclampsie qui, elle, arrive après la 20e semaine d'aménorrhée et qui va associer une hypertension artérielle avec une protéinurie, donc une excrétion de protéines dans les urines, et sa variante grave, le HELP syndrome, avec une hémolyse intravasculaire, une atteinte hépatique et une baisse des plaquettes. Donc si la tension artérielle augmente trop pendant la grossesse, on parle d'hypertension gravidique. Cela signifie que le cœur et les vaisseaux sanguins doivent travailler plus fort que d'habitude, ce qui peut avoir des conséquences pour la maman et le bébé si ce n'est pas bien surveillé. Quelle est la cause de l'HTA gestationnel ? Normalement, pendant la grossesse, les vaisseaux sanguins de l'utérus se modifient pour favoriser l'irrigation du placenta. Ces modifications permettent un apport sanguin suffisant au bébé. Mais dans l'HTA gravidique, les vaisseaux restent trop rigides et trop étroits, ce qui entraîne une mauvaise perfusion placentaire. Comme les vaisseaux sont mal adaptés, le placenta ne reçoit pas assez de sang. Cette mauvaise circulation sanguine entraîne un manque d'oxygène et de nutriments pour le fœtus, qui peut entraîner un retard de croissance intra-utérin, une souffrance fœtale chronique, voire, dans les cas les plus graves, une mort fœtale in utero. En réponse au stress du placenta, des substances inflammatoires et toxiques sont libérées dans la circulation sanguine maternelle. Ces substances provoquent une inflammation des vaisseaux sanguins qui altère leur fonctionnement. L'altération de la paroi des vaisseaux, endommagée par l'inflammation et les substances toxiques, favorise encore plus la vasoconstriction et l'hypertension. Et enfin, les reins jouent également un rôle important car ils retiennent encore plus de sel et d'eau, ce qui augmente encore plus le volume sanguin et contribue à l'élévation de la tension. Donc, en résumé, on peut dire que le placenta, c'est comme une passerelle entre la maman et le bébé qui lui apporte tout ce dont il a besoin pour bien grandir. Mais si la pression sanguine est trop élevée, cette passerelle fonctionne moins bien et le bébé peut ne pas recevoir assez d'oxygène et de nutriments, ce qui peut ralentir sa croissance et mettre en danger la maman. Donc, quels sont les facteurs de risque et les signes d'alerte ? Les facteurs de risque d'hypertension artérielle gestationnelle sont l'âge, l'obésité, le diabète, la primiparité, donc le fait d'avoir une première grossesse, la poursuite d'une activité professionnelle stressante, une histoire familiale, la précarité et le tabagisme. Il dépend aussi des antécédents personnels de fausses couches,
d'hypertension gestationnelle, de prééclampsie. D'autres facteurs favorisants ont été identifiés. Ils associent des causes locales mécaniques, par exemple une grossesse gémellaire, un petit bassin, et des lésions vasculaires chroniques, des causes immunologiques comme un changement récent de partenaire ou un don d'ovocytes, et des troubles de la coagulation, c'est-à-dire une tendance à la thrombose. Le syndrome d'apnée du sommeil est une cause récemment identifiée qui était très méconnue jusque-là. Donc en fait, il survient dans un terrain favorisant, donc souvent une obésité, un diabète gestationnel, mais pas que, et complique une grossesse sur 5, ce qui est énorme. Il s'explique par des facteurs mécaniques et hormonaux également avec l'imprégnation en œstrogène. Les principaux symptômes peuvent être des ronflements, des pauses respiratoires, sensation d'étouffement nocturne, réveil fréquent, sommeil agité, transpiration excessive, besoin d'uriner la nuit, sécheresse buccale, somnolence en journée, mal de tête au réveil, fatigue chronique, changement d'humeur, voire dépression. Et donc au final, tout ça, c'est des symptômes qu'on peut retrouver dans la grossesse, donc ça peut être difficile de faire la part des choses. Vraiment, au moindre doute, on se fait dépister. Donc au total, certaines femmes sont plus à risque de développer une hypertension pendant leur grossesse, notamment celles qui ont des antécédents médicaux particuliers, qui vivent une grossesse multiple. Il est important de surveiller certains signes, comme des maux de tête persistants, des troubles de la vision ou une tension élevée. Si ces symptômes apparaissent, il faut consulter rapidement. Les signes d'alerte. Donc une tension élevée en consultation, donc on le rappelle supérieure à 14,9 ou en automesure tensionnelle supérieure à 135,85, une protéinurie à la bandelette urinaire, une diminution des mouvements fœtaux, tout ça, ce sont des signes d'alerte. Il y a également les signes d'alerte cliniques à renseigner à la mère, comme le mal de tête, les troubles visuels, donc ça peut être un flot visuel, des taches sombres ou des éclairs lumineux, des douleurs abdominales, des bourdonnements d'oreilles, des œdèmes et une prise de poids qui peuvent être alarmants s'ils sont rapides et brutaux. En résumé, une tension élevée, mal de tête, douleur à la poitrine, au dos, au ventre, un gonflement des jambes en peu de temps doit faire consulter immédiatement. Les bonnes pratiques pour limiter les risques grâce au suivi médical et à l'hygiène de vie. Donc il est très important de programmer une grossesse chez la femme à risque. Donc on le rappelle, la femme à risque, c'est celle qui a une hypertension déjà connue, un diabète, une obésité ou un âge de plus de 35 ans, pour anticiper les complications. Chez les patients avec un traitement au long cours, ça permettra de substituer les molécules pour celles qui sont autorisées pendant la grossesse. Le suivi médical permettra d'identifier les facteurs de risque, d'apprendre l'automesure et les signes d'alerte. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est les mêmes que celles qui sont valables toute la vie. Elles sont juste un peu différentes chez la femme enceinte, puisqu'on va proposer du repos, un arrêt de travail. On va éviter les régimes amaigrissants chez la femme obèse, mais juste essayer de contrôler la prise de poids. On contre-indique le régime sans sel également, parce qu'il y a des risques d'hypovolémie pour le fœtus, donc juste une consommation normale de sel. Selon les cas, il est parfois nécessaire de débuter un traitement anti-hypertenseur sous surveillance rapprochée, puisque la pression artérielle doit être abaissée, mais progressivement, pour éviter une hypotension qui serait pas bonne pour la perfusion du fœtus. Il est crucial pour les femmes ayant des problèmes de santé comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, de planifier leur grossesse. Cela permet de prévenir des complications. Pour celles qui prennent des médicaments régulièrement, il est important de remplacer ceux qui ne sont pas sûrs pendant la grossesse. Un suivi médical aidera à identifier les facteurs de risque et à apprendre à surveiller leur santé. Un mode de vie sain aide à mieux contrôler la tension pendant la grossesse. Il est donc conseillé d'avoir une alimentation équilibrée, d'éviter la sédentarité et de suivre attentivement les recommandations médicales. Pour certaines femmes, un traitement adapté peut être nécessaire. Alors, quels sont les traitements compatibles avec la grossesse et les solutions pour prévenir les complications sévères? Il faut utiliser des antihypertenseurs compatibles avec la grossesse, donc l'alpha-méthyldopa, le labetalol, la nicardipine, la nifedipine en particulier. Et donc, selon les antécédents, les facteurs de risque cardiovasculaire et les données clinico-biologiques, de l'aspirine préventive à faible dose, donc autour de 100 mg, qui est la dose anti-agrégante plaquettaire, peut être prescrite à partir de 12 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 36-37 semaines d'aménorrhée, dans le but de favoriser la vasodilatation et de réduire l'agrégation plaquettaire, ce qui permet ainsi d'améliorer la perfusion du placenta et de réduire le risque de prééclampsie. Les indications se sont élargies ces dernières années, probablement qu'elles évolueront encore dans le futur. Le sport est un facteur protecteur de prééclampsie, grâce à l'amélioration de la fonction vasculaire, à la réduction de l'inflammation, du stress oxydatif, de l'insulinorésistance et à la diminution du tonus sympathique qui joue également un rôle dans l'hypertension gestationnelle. Un régime équilibré et varié avec un contrôle du poids est indispensable. Le régime à privilégier est le régime méditerranéen avec des aliments riches en calcium, oméga 3, antioxydants et fibres. Comme on l'a vu, si l'hypertension gravidique devient sévère, elle peut évoluer en prééclampsie, qui est une forme plus grave associée à des lésions d'organes, ou à une éclampsie avec des crises convulsives. Dans ces cas, un accouchement prématuré peut être provoqué pour permettre de retirer le placenta et ainsi d'éliminer la source de libération des substances toxiques
qui provoquent l'HTA, l'œdème et l'atteinte des organes. Enfin, il est important de préciser que les bébés nés de mères ayant une HTA gravidique ont un risque plus élevé de développer plus tard dans la vie de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et un diabète. Donc, il existe des médicaments sûrs pour contrôler la tension pendant la grossesse. Dans certains cas, les médecins peuvent aussi prescrire de l'aspirine à faible dose pour améliorer la circulation sanguine et prévenir les complications. Tout traitement doit être adapté à chaque femme sous surveillance médicale. Pour résumer, je dirais que l'HTA gravidique, la prééclampsie et l'éclampsie qui peuvent la compliquer sont des pathologies vasculaires. Il est donc important tout au long de sa vie de se dépister régulièrement, car l'hypertension est souvent silencieuse, d'être extrêmement vigilante et bien suivie tout au long de sa grossesse et pendant le postpartum. J'insisterai sur le postpartum car souvent le suivi se relâche à ce moment-là. Il faut savoir également qu'une hypertension gestationnelle est un facteur majeur de développement d'une HTA dans les années suivantes, d'une maladie cardiovasculaire, d'un diabète de type 2 ou d'une maladie rénale. Et surtout, tout au long de sa vie, avoir une bonne hygiène de vie avec une alimentation équilibrée, du sport et un suivi médical régulier. Prends soin de ton cœur, il bat pour toi et pour ton bébé.